Bon les gars, petite vidéo rapide pour expliquer ce qu'il est en train de se passer actuellement dans le marché. Tout est dans le rouge, c'est n'importe quoi, que ce soit les equities ou les cryptos, tout est en train de tomber. Là ça va être facile à expliquer parce que la raison est assez limpide. Déjà je vais te montrer de quoi je parle, si jamais tu vis dans une grotte, je vais t'expliquer sur le graphique un peu ce qui se passe. Donc on se retrouve sur le graphique du S&P 500, l'indice boursier américain, et tu vois ici sur mon curseur, le 1er août, donc jeudi dernier, on a fait une petite chute très agréable de 7% environ. Sur le Nasdaq, l'indice boursier pour les entreprises technologiques, c'est pareil, c'est même pire, c'est à peu près 11% de perte. Les cryptos, n'en parlons pas. Si on regarde le Bitcoin, tu vois, depuis le 29 juillet, c'est 30%, et 28%. Littéralement, tout est dans le rouge, comme ça, il n'y a pas de jaloux, tout le monde perd, ça c'est bien. Enfin, l'or, non, l'or ne perd pas, enfin pas beaucoup. Il a perdu 1% aujourd'hui, mais c'est tout à fait raisonnable. Et pourquoi? Parce que l'or, c'est génial pour se hedge des problèmes du marché, pour se protéger de la volatilité. L'or, c'est toujours bon. Alors, ça crache en même temps que tout le reste, la plupart du temps. Tu vois que là, à peu près au même moment, là, 2 août, ça a aussi pris un moins 2%. Mais quand tu prends moins 2% sur ton portefeuille, c'est quand même tout de même mieux que moins 28 ou moins 12, tu vois. D'ailleurs, ça me permet aussi de remontrer mon super trade du mois dernier. Regarde cette beauté. Je suis sorti à 2483. Je suis sorti sur le bout de la mèche du all-time high. Alors ça c'est beau. Bref, je m'égare. Je voulais parler de pourquoi ça a chuté. Fondamentalement, c'est à cause de Powell, c'est à cause de la Fed. Ce grand méchant de la Fed, Jérôme Powell, il veut pas qu'on devienne riche, il nous met des bâtons dans les roues. Enfin, en vrai, c'est pas vraiment de sa faute. C'est surtout qu'il y a des données économiques qui sont sorties en faveur d'une coupe des taux d'intérêt, qu'il a plus ou moins confirmé, ou au moins qu'il a mis sur la table pour septembre. Pour rappel, quand les banques centrales montent les taux d'intérêt, c'est pour ralentir l'économie, pour ralentir l'inflation, et quand ils baissent les taux d'intérêt, c'est pour re-stimuler l'économie. Et là justement, ils en ont bien besoin, les États-Unis, puisque je vais te montrer, on a eu vendredi dernier la pire donnée du NFP, la pire donnée sur l'emploi aux États-Unis depuis longtemps, depuis il y a belle lurette, depuis il y a au moins plus de 2 ans. Je vais te montrer directement avec le Hedge Finder, tu vois que là, la dernière donnée, c'est de 114 000, et si on veut retrouver une donnée aussi mauvaise, il faut remonter au 5 février 2021. Donc bon, pas mal. Une grosse performance de la part de nos amis qui bouffent des burgers. Le taux de chômage qui augmente aussi. Et ça fait quoi? Ça fait peur. Ça fait peur au marché. Pourquoi ça fait peur au marché? Parce que fondamentalement, quand on a des chiffres comme ça qui sont très mauvais, c'est une justification pour les banques centrales, et notamment Jérôme Powell dans le cas des États-Unis, pour couper les taux d'intérêt, pour essayer de re-stimuler l'économie, de dire ça y est, on a gardé les taux d'intérêt trop hauts pendant trop longtemps, on veut plus du narratif higher for longer, on avait parlé de ça dans des vidéos précédentes, on veut plus garder les taux d'intérêt hauts, on veut les couper pour re-stimuler l'économie, pour éviter d'avoir des chiffres pareils. Sauf que fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour les États-Unis de couper les taux? Parce qu'on a vu d'autres banques centrales en couper. Il y a eu la BCE, il y a eu le Canada, on a vu d'autres banques centrales qui ont dit « Ok, nous on commence à couper les taux », mais c'est pas pareil quand la puissance hégémonique du monde décide de couper ses taux et quand les autres, là, les petits joueurs, font pareil. Concrètement c'est ça, il y a toujours un effet de projection des États-Unis sur le reste du monde, et même si effectivement des fois, par exemple la BCE avait eu un narratif de divergence par rapport à la Fed, au final, on s'y retrouve toujours. On s'y retrouve toujours à suivre la Fed, c'est toujours ce qui se passe au final. Comme tu le sais, c'est pas forcément dans l'intérêt de la Réserve fédérale de garder des taux d'intérêt hauts, parce que oui, une des missions de la Fed, c'est de contrôler l'inflation, mais une autre des missions de la Fed, c'est de contrôler l'économie. De faire en sorte qu'on ne rentre pas en récession, que ce soit pas un crash, qu'il n'y ait pas de crise économique. Et ça, notamment, ça prend en compte les données de l'emploi. Et l'inflation a aussi une nette relation avec le chômage. Généralement, quand il y a peu de chômage, c'est que l'économie va bien, l'économie est stimulée, il y a beaucoup de croissance, donc ça apporte généralement de l'inflation. Et inversement, quand il y a beaucoup de chômage, ça veut dire que généralement, on a augmenté les taux d'intérêt pour contracter l'économie, pour ralentir l'économie et donc ralentir l'inflation. Et une baisse des taux d'intérêt directeurs, un changement de position, de vision sur le futur de ces taux d'intérêt, ça a une répercussion sur l'environnement de risque des investisseurs, l'environnement de risque des traders, de ceux qui ont du capital à placer dans des actifs. Et comme je répète souvent, les marchés financiers, c'est pas juste des chiffres sur un graphique, c'est pas juste des données économiques, il y a de l'économie réelle derrière. Il y a des vrais gens, il y a des vraies personnes derrière qui ont du capital à placer, des agents économiques rationnels qui veulent gagner de l'argent, qui veulent placer leur argent, qui ont des choses vraiment à faire, quoi, qui vivent. Et ce changement d'environnement, ça crée des mouvements sur le prix. Quand tu vois le graphique TradingView qui descend, c'est pas parce qu'il y a eu un pattern, il y a eu un triangle ascendant ou descendant, c'est des gens vraiment qui ont vendu, tu vois. Ils ont vendu des actions. Et pourquoi vendre maintenant alors?
Parce qu'ils font l'arbitrage entre ce que ça leur rapporte aujourd'hui et ce que ça va leur rapporter dans 6 mois. Ils font toujours l'arbitrage entre le rendement présent et le rendement futur. Et ça, on le voit beaucoup aussi sur les obligations. Quand il se passe des mouvements comme ça, il faut toujours aller voir ce qui se passe sur les obligations gouvernementales, sur le prix et sur les rendements. Parce que comme tu le sais, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, il y a une relation inverse entre le prix des obligations et les taux de rendement, les taux de yield, les taux d'intérêt, ce que ça rapporte, en raison de cette rationalité des investisseurs qui font l'arbitrage entre maintenant et dans 6 mois. Ils vont se dire, si dans 6 mois les taux d'intérêt seront plus bas, si les obligations me donneront moins de yield, moins de rendement, alors celles que je détiens aujourd'hui, avec des rendements plus élevés, il y aura plus de demandes, donc le prix va augmenter. Et c'est pas une corrélation de 1, parfois il peut y avoir plusieurs réactions à des causes similaires. Habituellement, quand on voit une baisse des rendements, tiens d'ailleurs je vais te le montrer sur le graphique pour que tu comprennes ce que c'est. Sur TradingView, tu peux regarder US 10 Years, c'est les bons du trésor à maturité 10 ans du gouvernement américain, et regarde ce qui se passe, c'est qu'on est passé en dessous des 4%. Pareil, ça faisait longtemps qu'on n'était pas passé en dessous. Si on dézoome un petit peu, la dernière fois qu'on est arrivé ici, c'était en 2023. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Habituellement, quand il y a une baisse des rendements, des obligations, c'est souvent bon pour les actions, en réalité. C'est bon pour les equities. Pourquoi? Parce que quand tu as un yield, quand tu as un rendement important sur les obligations, tu n'as pas nécessairement besoin d'aller chercher du risque dans les equities pour gagner de l'argent. Tu vois, tu as ton rendement à 4,5-5% par an, et tu dis, ok, je ne vais pas mettre du risque sur la table, alors que je peux avoir un risque free asset, un actif avec un taux de rendement sans risque. Généralement, quand les taux d'intérêt directeurs et les rendements des obligations descendent, c'est là où on voit aussi des bull markets, on voit aussi vraiment des hausses énormes des equities, parce que les gens peuvent emprunter, les gens peuvent avoir un levier d'endettement important pour investir, c'est aussi ça. Et pas que dans l'indice, hein, pas que investir dans les actions, pas que investir dans les entreprises. C'est aussi que les entreprises elles-mêmes vont investir, auront un levier d'endettement, elles vont embaucher des gens, etc. Et ça va faire qu'elles auront des earnings, des résultats meilleurs. Et du coup, évidemment, le prix de l'action va monter. Alors pourquoi, là, il y a eu un crash? Pourquoi ça a été l'inverse? Pourquoi une anticipation de rendement plus bas dans le futur a provoqué non pas une hausse mais une baisse des equities? Et bien ça c'est tout simplement du pessimisme, c'est du pessimisme économique comme on en a rarement vu. Là ce qui s'est passé cette semaine, c'est pas du jamais vu mais c'est du rarement vu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et comment on fait pour mesurer ce genre de choses? Comment on fait pour mesurer justement si ça fait longtemps ou pas? Je vais te montrer un outil. On va aller chercher le VIX, on va aller chercher l'indice de volatilité du S&P, des indices, et regarde-moi cette belle bougie. Ça, c'est un outil pour estimer la volatilité de l'indice boursier. Qu'est-ce que j'entends par volatilité? C'est l'écart type des rendements. C'est la volatilité haussière et baissière, peu importe dans quel sens. En gros, là, tu vois, il y a marqué 49 ici. Ça veut dire que dans un futur proche, ou plus ou moins lointain, les investisseurs s'attendent à ce que le S&P, l'indice, bouge de 50%, et un écart type de 50%. Donc en réalité, ça peut même être plus que ça. En tout cas, c'est un indice de volatilité. Et quand c'est volatile, ça peut être dans les deux sens. Comme je te dis, ça peut être soit une chute, soit une hausse, tu vois. Mais généralement, quand il y a une énorme hausse, quand il y a un spike comme ça du VIX, c'est vers le bas. C'est vers le bas, c'est que les gens paniquent et vendent. Si on va dézoomer le graphique, je vais le mettre en weekly, tu vas regarder, tu vas voir, toutes les crises, le VIX, il a pété un câble, tu vois. Quand il y avait le Covid, quand il y avait la crise des subprimes, regarde, on va regarder, on va dézoomer. La dernière fois qu'on est monté aussi haut, qu'on est monté à 50, c'était en 2020. C'était le Covid, où c'était monté à 84. Donc c'est-à-dire que 84, tu vois, si tu as bien compris, c'est-à-dire que les investisseurs s'attendaient potentiellement à voir cet indice baisser de 84%. C'est comme ça en gros qu'on l'interprète. On peut regarder encore plus loin. Tu vas voir que le VIX ici, il est monté en 2008, la crise des subprimes. Et bref, pour plus récent, tu vois que là, ça fait longtemps qu'on était dans une phase avec une relativement faible volatilité, surtout récemment, où en fait on était dans une uptrend, dans une tendance haussière assez lente finalement, et là les marchés ont pris peur. Les marchés ont pris peur, aux États-Unis en tout cas. Alors, je pense que je ferai aussi une autre vidéo, parce que regarde, je vais te montrer un petit truc hyper intéressant, et là franchement, je vais faire une vidéo très détaillée là-dessus. Je ne vais pas pouvoir le faire en 20 minutes là. Regarde l'indice du Japon. L'indice du Japon, il a pris très très cher aussi. Il a pris très cher, tu vois. Il a pris moins 20%. Et c'est totalement en adéquation aussi avec l'environnement risk-off qu'on a vu pendant ce mois-ci, là, depuis récemment. C'est-à-dire que effectivement, les gens retirent du risque. Ils veulent plus mettre dans les equities qui ont bien monté. Et ils ont plutôt mis dans des valeurs au refuge, comme par exemple le yen. Mais le yen en cash, pas l'indice du yen, qui est du coup négativement corrélé avec le yen en cash. Et si tu regardes dollar-yen, tu vois que dollar-yen est aussi beaucoup tombé. Parce que le yen japonais s'est aussi beaucoup apprécié.
Ça, je t'en avais parlé sur Discord. Si jamais t'es pas sur Discord, rejoins le groupe, rejoins la communauté où parfois je partage un petit peu mes analyses aussi. Et on discute de plein de trucs et tout, donc rejoins si tu veux pas rater des choses intéressantes. Bref, où je veux en venir, c'est que tout ça, là, cet environnement, c'est du pessimisme. C'est du pessimisme économique. Les gens ne croient pas en un retour de la croissance, ils croient plutôt à une récession. À l'instant T, je précise, parce que l'environnement de marché peut changer toutes les semaines. Mais à l'instant T, les investisseurs ne veulent pas avoir leurs capitaux placés dans les equities. Donc ils les vendent. Et où est-ce qu'ils mettent leur argent? Par exemple, dans les obligations de maintenant. Les obligations qui ont les taux d'intérêt de maintenant, qui ont les coupons d'aujourd'hui. D'où le prix qui monte. Comme je t'ai expliqué, la relation inverse entre le prix des obligations et leur rendement, c'est pour ça. C'est parce qu'il y a plus de demande. Et là, tu vois que sur le Hedge Finder, il y a un reading, le signal est très haussier sur les bons du trésor à maturité 10 ans, parce que les investisseurs estiment qu'en achetant ça, ils gagneront plus qu'en investissant dans les indices. Donc voilà, c'est pour ça. Et ils investissent aussi ailleurs, pas que là-dedans bien sûr, dans l'or. Dans l'or. L'or qui dump un petit peu aussi avec tout le reste, mais qui est plus solide. Et pourquoi c'est plus solide? Parce que c'est toujours un hedge contre le pessimisme économique. Quand il y a beaucoup de pessimisme économique, quand il n'y a pas de crise, je veux dire, s'il y a une crise, l'or chute avec le reste, parce que tout le monde retire son argent du marché, tout le monde veut du cash pour le mettre sous son matelas, les gens n'investissent plus, les gens ne dépensent plus, etc. Ça oui, mais quand c'est pas catastrophique non plus, parce que là, tu regardes le Nasdaq et le S&P, c'est des pullbacks, techniquement. C'est pas une crise, c'est pas 2008, c'est un pullback dans une tendance haussière. Sauf que, généralement, les marchés surréagissent. Ça, c'est aussi très vrai. Mais quand tu as un actif comme l'or, qui est un hedge contre l'inflation, contre les ralentissements économiques, contre la stagflation, donc c'est-à-dire inflation plus ralentissement économique, c'est plutôt des assets, risque off, qui vont s'apprécier. Surtout quand tu as aussi d'autres facteurs, comme des tensions géopolitiques, Israël, le Moyen-Orient, là, qui n'en finit pas, ça joue évidemment sur l'ambiance du marché, l'idée du marché. Et on sait que dans ces contextes-là, l'or est une valeur refuge intéressante, et c'est pour ça que moi, depuis le 7 octobre 2023, j'achète de l'or. Tout le temps de l'or. C'est le hedge parfait quand il y a de l'incertitude, comme en ce moment. C'est de l'incertitude, au final, un pessimisme et incertitude, c'est un petit peu la même chose. Parce que, en fait, quand tu regardes le marché dans son ensemble, c'est pas catastrophique, comme je te dis. Il y a toujours des arguments pour que les indices continuent de monter. D'ailleurs, moi, je suis plutôt de cet avis. Si tu veux mon avis, moi, je suis plutôt de l'avis que ce pessimisme économique est très passager, c'est beaucoup de volatilité pour pas grand-chose. Et si tu veux continuer d'acheter de l'or, vas-y, regarde, je vais te montrer en weekly. On va regarder depuis... Oh, c'est pas bien de faire des blagues, mais bon. Regarde ce que j'ai écrit sur le graphique. Là, cette bande ici, cette bande rouge, c'est le moment de l'attaque en Israël. Tu vois, oh non, c'est terrible, Israël et le Hamas. Et au même moment, All-in iShares Physical Gold ETC, qu'est-ce que c'est? C'est un ETF, c'est un ETC pour acheter de l'or sans avoir le problème des swaps en CFD. Si tu achètes de l'or en physique sur Trade Republic ou sur d'autres plateformes, c'est un ETF quoi, mais au lieu que ce soit des entreprises aurifères, tu as vraiment le prix de l'or. Enfin bref. Et donc, tu vois qu'à partir de ce moment-là, c'est assez net. C'est assez net que dans ce genre de contexte, où il y a premièrement du pessimisme économique et aussi de l'incertitude géopolitique, eh bien c'est bien d'avoir un hedge comme ça par rapport à d'autres marchés. Si tu continues de trader le FX ou d'autres marchés autres que l'or, c'est bien d'avoir des assets que tu hold en spot, quoi. C'est-à-dire que tu achètes et tu ne vends pas. Tu n'as pas de stop loss, tu n'as pas de take profit, tu achètes et tu attends. Tu attends que ça augmente. Tu vois, tu peux prendre des profits si tu veux, bien sûr, si tu as besoin de l'argent, c'est ça le but quand même du trading et de l'investissement. Mais c'est pour ce hedge principalement. C'est pour avoir des valeurs qui augmentent quand les autres descendent. C'est ça généralement qui est important. Même si là, dans ce cas-là, bon, il n'y avait pas que l'or, hein, il y avait tout le reste aussi qui montait. Si on regarde en weekly, c'était exactement pareil pour le Nasdaq et S&P. Mais tu vois que là, quand ça descend, le gold n'a pas descendu autant. Par contre, les cryptos, tu vois, ça c'est aussi des actifs qui sont très volatiles. Les cryptos, dès qu'il y a un petit peu peur, dès qu'il y a un petit peu d'incertitude sur les perspectives futures de l'économie, ça tank tout seul, ça tank tout de suite, ça chute. Parce qu'encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais c'est pour que tu comprennes bien, c'est que, en gros, qu'est-ce qui fait que quelqu'un achète une crypto? Qu'est-ce qui fait qu'il ait une crypto dans son portefeuille, qu'il ait acheté? C'est parce qu'il pense que plus tard, ça va augmenter, naturellement, il veut gagner de l'argent. Et quand il voit dans les journaux, chômage... Il y a des gens qui perdent leur emploi, etc. La croissance diminue, on rentre en récession. Est-ce que c'est le bon moment
de tenir des cryptos? Est-ce que c'est vraiment le moment où tu te dis, ouais là ça va monter, là c'est le bull run, c'est certain? Pas forcément, tu vois. C'est des gens normaux, d'ailleurs qui connaissent pas forcément la finance, hein, quand j'y pense. Les gens qui achètent des actions, etc., il y a beaucoup d'actionnaires qui ne sont pas des experts en finance, ça faut bien le comprendre. Et donc ils cèdent facilement à la pression, ils cèdent facilement à l'instinct moutonnier, aux instincts grégaires qui font que si quelqu'un vend, moi aussi je vais vendre. Et c'est ça qui précipite les chutes telles que celle-ci, et les crises aussi. Parce que entre une chute et une crise, il n'y a que le nombre qui importe, le nombre de gens qui vendent. Entre un pullback, et ensuite pour remonter en tendance haussière, et une crise, c'est simplement le nombre de gens qui vont vendre leurs assets. Tu vois, quand tu vois le VIX, l'indice de volatilité que je t'ai montré, c'est pareil, c'est qu'une question de nombre. Le nombre ou le volume, mais dans l'idée, c'est que c'est la réaction des investisseurs à leur environnement qui provoque les mouvements de prix. C'est toujours ça qu'il faut se rappeler. Peut-être que tu te dis c'est évident. Si tu penses que c'est évident, bah bravo à toi, tu progresses en finance. Mais je pense que beaucoup de gens n'y pensent pas. Je pense honnêtement que beaucoup de gens voient juste des graphiques, voient juste des bougies rouges et vertes sans se demander pourquoi derrière ça bouge. Donc c'est un petit peu le but de cette vidéo. Voilà, j'espère que je me suis pas trop éparpillé. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, mets un j'aime, abonne-toi à la chaîne pour voir les prochaines vidéos du même type. Et d'ailleurs, si tu veux que je te fasse une vidéo sur le yen japonais, pourquoi pas, parce que c'est vraiment super intéressant, dis-le moi en commentaire, et s'il y a des gens qui veulent, bah ouais, pourquoi pas, je le ferai. En attendant, demain, je sors la suite de la formation MQL5. Si tu l'as pas encore commencé, mais qu'est-ce que t'attends? Vas-y, je te mets la playlist, tu regardes toutes les vidéos, et comme ça, tu deviens rentable en trading algorithmique, et comme ça, tu allies l'analyse fondamentale et le trading algo, et ça fait de toi quelqu'un de très perspicace et très versatile, et ça c'est beau. Les bons courage, je te souhaite une bonne soirée, et à demain.